C'est parti, bienvenue sur Bonne Réputation, donc le podcast où je décrypte les marques personnelles d'invités qui font autorité dans leur, domaine d'expertise pour vous aider à construire la vôtre. Moi, c'est Mathieu, je suis coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants et dans cet épisode, on accueille Maxime Blo. Salut Maxime. Salut Mathieu, très Mmh content d'être là. Merci beaucoup pour ton invitation. Content aussi, ça fait vraiment plaisir de te recevoir parce que dans ce podcast et même moi dans mon écosystème, habituellement, il y a assez peu de voix, je te le disais juste avant, qui représentent, le secteur de l'hôtellerie, de la restauration. C'est quand même un secteur qui emploie, beaucoup, beaucoup de personnes en France. Je me demande si c'est même pas le numéro un. Effectivement. Et donc, en tant que moi j'aime bien aussi, enfin, j'ai vu que tu étais meilleur, ouvrier de France, on va y revenir et donc tu portes aussi les couleurs de la France au quotidien, les valeurs que ça représente. Donc voilà, ça fait aussi plaisir aussi pour ça. C'est la première fois que j'interviewe un meilleur ouvrier de France et j'ai quelques questions là-dessus. Tout ça pour dire que tu vas, certainement, ajouter des choses sur ta présentation, mais pour poser le décor, j'ai lu, si j'ai bien fait mes devoirs, que tu avais, fait 20 ans dans l'hôtellerie de luxe. Tu es meilleur ouvrier de France, classe réceptionniste, peut-être qu'on détaillera Ouais, ce que tout ça à veut fait. dire. Tu as fait un métier où l'on apprend plutôt à rester dans l'ombre et pour laisser toute la lumière aux clients. Et toi, bah, tu as décidé, tu as choisi, de devenir une voix de référence sur ton secteur et notamment sur l'excellence de service. Aujourd'hui, tu es conférencier, je crois que j'ai vu, conférencier TEDx, enseignant à Ferrandi, tu as fondé, Hospitality Insiders qui est, une activité de conseil, mais qui est aussi un podcast et tu es suivi par une communauté, tu es reconnu aujourd'hui comme une des figures de ton secteur et du coup, bah, moi, en fait, je voulais simplement savoir comment tu avais fait, qu'est-ce qui avait fait que tu t'étais décidé à prendre la parole? Pourquoi tu fais ça? Comment tu le fais? Mais avant, je vais te laisser te présenter, parce que j'ai peut-être oublié des choses. Il y a, énormément de choses dans ce que tu as dit. Déjà, la présentation est très vraie, synthétique, mais précise. Merci beaucoup. Hem et en effet, tu disais que tu avais pas beaucoup de voix, toi, dans ton environnement qui représentait mon secteur, l'hôtellerie-restauration. Moi, mon secteur, c'est l'hôtellerie-restauration et il y a pas beaucoup de voix non plus. En fait, on est assez silencieux, probablement pour la raison que tu as expliquée tout à l'heure, c'est qu'on est un métier de service. On est un métier où Ouais. notre client prend la place, historiquement. On n'est pas vraiment habitué à se mettre en valeur et probablement qu'on va en discuter, mais moi, c'était un énorme travail personnel aussi de bosser sur moi. Sur la partie, un petit peu présentation, moi, si je dois me présenter brièvement, je commence par dire que je suis un hôtelier. C'est ce que OK. je suis, c'est ce que je me sens. Je suis rentré en école hôtelière, j'avais 14 ans et demi, tu vois, tout de suite après le collège et j'ai fait un parcours, très classique, hein, école hôtelière, bac BTS, licence master, management hôtelier et une dizaine d'années de carrière, 5 étoiles, Palace, avec des ouvertures de Palace, pour ceux qui s'intéressent à ce milieu, des noms comme Peninsula, à Paris qui a ouvert en 2014, tu vois? C'est, D'accord. dans l'histoire de l'hôtellerie française, ce sont des éléments qui ont marqué des ouvertures importantes. Hem et j'ai continué à un petit peu gravir les échelons pendant pas mal d'années, jusqu'à devenir donc en 2023, tu le disais, meilleur ouvrier de France. Là aussi, je reviendrai là-dessus. Sauf qu'entre-temps, il s'est passé un élément quand même, catastrophique, hein, d'un point de vue, de l'économie et d'un point de vue de la santé. Je te parle bien sûr de la Covid, on est en 2020 Ouais. et moi, j'aime bien dire que je suis rentré en Covid en étant hôtelier et j'en suis sorti entrepreneur. En fait, Ouais. dans cette période, j'ai découvert ce que c'était que l'entrepreneuriat. Tu vois, si on donne un petit peu des dates et se rendre compte des tranches d'âge, j'ai une trentaine d'années quand la Covid commence. Ça fait déjà plus de 15 ans que je suis dans l'hôtellerie-restauration. J'ai mangé que ça toute ma vie. J'adore ce que je fais, contrairement à Mmh. peut-être d'autres qui veulent quitter ce secteur et qui font de l'entrepreneuriat pour, fuir quelque chose. Moi, j'adorais ce que je faisais et j'ai fait de l'entrepreneuriat parce que j'avais envie de faire encore plus dans ce milieu et donc j'ai commencé en fait à me former sur des sujets business, marketing et j'ai découvert ce qu'était l'entrepreneuriat et ce que j'allais pouvoir faire. C'est à ce moment-là, que j'ai créé Hospitality Insiders, alors dans un format, qui est pas celui d'aujourd'hui, qui était évidemment beaucoup plus embryonnaire et qui allait devenir, mon entreprise à travers laquelle aujourd'hui j'accompagne des hôteliers principalement, mais aussi d'autres entreprises de services sur des sujets de conseil, formation, coaching. Tu le disais aussi tout à l'heure, des prises de parole, conférences type TEDx et autres. Toujours avec une ligne conductrice qui est l'excellence de service et on va revenir Ouais. là-dessus parce que ça joue aussi beaucoup sur, mon personal branding et ça aujourd'hui,
c'est, mon activité principale. En tout cas, c'est un des pôles. Hospitality Insider, ça a 3 pôles. Le pôle expertise qui est ce que je viens de te raconter là. Il y a une partie média avec le podcast et tout l'écosystème qu'il y a autour. Je pense que toi, mieux que quiconque, tu comprends, ce que ça peut représenter. Mais moi aujourd'hui, il y a 150 épisodes, un épisode par semaine, et tout autour de ça, un écosystème, newsletter, réseaux sociaux, et donc toute une stratégie de communication. Et un troisième pôle qui est beaucoup plus nouveau, que j'appelle l'académie Hospitality Insiders, qui en fait est une plateforme de formation en ligne sur laquelle il y a aussi une communauté en ligne. L'ambition, c'est d'amener de la formation auprès des hôteliers qui traditionnellement sont pas très digitaux, mais le digital permet d'aller plus vite et de toucher d'un coup plus de monde, qu'ils aient un vrai outil, dès l'onboarding de leurs collaborateurs. Et en plus, leurs collaborateurs ont accès à une communauté dans laquelle ils peuvent parler avec moi et avec d'autres experts. Et ça, c'est quelque chose qui est en effet très manquant dans notre secteur. Il y a beaucoup d'hôtels, tu le disais, beaucoup de personnes qui travaillent dans ce milieu, mais on parle assez peu entre nous, ou plutôt de manière, tu vois, très classique autour d'un café. Et j'essaie de voilà, consolider. Et l'ambition un peu plus largement, en fait, c'est d'améliorer le niveau, hein, le niveau de jeu dans notre secteur, l'hôtellerie-restauration, et Ouais. derrière un peu redorer le blason. Je sais pas toi la perception que tu en as, peut-être tes auditeurs, quand on parle hôtellerie-restauration, on aime bien aller à l'hôtel et au restaurant. Par contre, y travailler, c'est beaucoup moins sexy. Et moi, ma mission de vie, c'est de redorer, le blason de l'hôtellerie-restauration, de l'hospitalité, de rendre ça vraiment sympa. Donc voilà, c'est ce que je fais avec, mon activité, le titre de meilleur ouvrier de France et un petit peu tout mon quotidien. Et merci beaucoup pour la présentation qui donne l'horizon complet de tout ce que tu fais. Je voudrais revenir sur un élément avant de continuer. Et là, je parle en 2025. Aujourd'hui, tu as commencé à faire un tour d'horizon de ta partie média. Mmh. Donc, tu as construit depuis 2020, c'est là où tu t'es lancé. On va revenir dessus, mais tu as construit, tu as misé sur prendre la parole, construire du média pour voilà, travailler ta marque personnelle pour devenir une voix sur ton secteur. Aujourd'hui, tu comptes sur quels canaux, tu travailles quels canaux et enfin voilà, pour amplifier ta réputation et qu'est-ce que ça t'apporte? Juste un petit point Bien de sûr. où tu en es là-dessus. Mon cœur du réacteur, un peu mon noyau dur, c'est le podcast, parce que je le disais, c'est un épisode par semaine. Alors j'ai commencé en C'est mai énorme. 2021, à produire, ouais, comme tu dis, c'est énorme parce que toi, tu te rends compte de ce que ça peut représenter. Le boulot, c'est monstrueux, ouais. J'ai pas commencé comme ça, j'ai commencé, un épisode toutes les 2 semaines et peut-être si, il y en a qui nous écoutent aussi bien pour le personal branding que pour la partie création d'un média. Je pense que c'est un bon conseil, c'est de se fixer un objectif dès le début, qu'on va être capable de tenir dans la durée. Moi, je savais au début que un par semaine, ça ne fonctionnerait pas et donc je m'étais fixé un toutes les 2 semaines, sachant qu'à cette époque, c'est plus le cas maintenant, mais je faisais, tout le montage, toute la diffusion, toute, le la communication autour et petit à petit, je me suis, développé et maintenant ce sont des choses que je sous-traite à mon équipe. Mais donc, le cœur, c'est vraiment ça et un épisode de podcast chez moi, en fait, me permet de décupler tous des contenus qu'on va appeler périphériques. Par exemple, sur LinkedIn, qui est mon canal d'acquisition principal, eh bien, un épisode de podcast, ça me donne entre 3 et 5 posts semaine. OK. Ça pareil sur Instagram, pareil sur Facebook, sur YouTube également, eh bien, j'envoie tous mes épisodes en vidéo, mais je fais aussi des shorts vidéos. Donc, tu vois, ça fait un épisode semaine égale, en tout et pour tout 15 à 20 posts autour de ça. Donc oui, bien sûr, c'est énorme, mais finalement, en fait, c'est pas tant de travail pour moi parce qu'il y a cet épisode principal et après on découpe le contenu, heu, de plein de manières plus une newsletter qui est envoyée, plus un article de blog pour aller chercher du référencement aussi, SEO et ça, répété toutes les semaines et donc quand tu l'additionnes sur, 4 ans et bientôt 150 épisodes, forcément ça fait un très beau volume. OK, donc aujourd'hui, tu as ton podcast, si on reprend tes canaux, podcast 150 épisodes, LinkedIn, tu es aussi sur Instagram, j'ai entendu YouTube et tu as une newsletter. Absolument, Ça, ouais donc là, on est sur des même c'est sur vraiment blog aujourd'hui. intéressant Ouais. et pardon et ton blog aussi? En fait, le blog, aujourd'hui, enfin blog, on n'aime pas trop le terme, on pense skyblog, mais en tout cas site web, c'est un peu sous-coté. Moi, j'y crois encore beaucoup, pourquoi? Parce que c'est un canal, long terme, en fait. On va chercher du SEO, du référencement, donc en fait, moi, j'y passe pas beaucoup d'énergie, mais tous les contenus que je crée, tous les contenus longs, eh bien, tu peux les retrouver sur mon site. Si tu es déjà un consommateur de mes contenus, il est probable que tu ailles pas sur mon site web. Par contre, si tu fais une recherche web et ça m'est encore arrivé, tu vois, avant-hier,
des boutiques de luxe, donc d'autres secteurs, qui font une recherche web et qui tombent sur un de mes contenus. Là, en l'occurrence, c'était une conférence et qui donc arrivent sur mon site. Et ça, on a tendance à l'oublier à l'ère un peu des réseaux sociaux et de tous ces canaux beaucoup plus nouveaux. Mais le classique SEO, écriture de blog, en fait, ça fonctionne très très bien. Et aujourd'hui, quand on a des outils comme de l'IA, ça va vite, hein. Il suffit de transcrire mes épisodes, de les retravailler pour que ça ressemble à un vrai contenu lisible article. Et ça permet de produire quelque chose toutes les semaines, encore une fois. Ouais, OK. Ouais, alors on va revenir là-dessus parce que c'est ce qui est très intéressant, c'est que, tu en fait, tu as un très bon mix et aujourd'hui alors, il ne faut pas copier Maxime si vous vous lancez, un canal à la fois parce que ça peut, voilà, ça peut être un peu vertigineux quand on se lance et c'est pas bien de faire feu de tout bois, c'est bien d'en réussir un bon à la fois et donc toi, tu bien, enfin, il faut bien le redire, c'est ton podcast, c'est la pierre angulaire de toute ta stratégie et c'est à partir de ce contenu-là que tu déclines sur plein de canaux et ensuite ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu arrives à avoir un bon mix de contenus de flux, qui sont des contenus plus courts, qui sont assez éphémères, par exemple sur LinkedIn ou sur Insta et cetera et des contenus de stock comme un podcast, une newsletter, un article qui lui reste et intemporel et crée, sur le long terme, probablement des effets d'acquisition, en tout cas des effets cumulés. Ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ça et deuxième truc qui est intéressant, c'est que du coup avec ta newsletter, ton blog, il y a une partie de ton audience qui est un petit peu en location, si on parle de l'audience, Ouais, LinkedIn par complètement. exemple, c'est l'algo qui fait ce qu'il veut. Mais sur ta newsletter, tu es en accès direct à ton audience et ça c'est vraiment intéressant aussi. Tu as combien ton audience en cumulé? C'est combien à peu près? Si on prend les canaux? C'est difficile à dire, sur LinkedIn, il y a, un peu plus de 18 000. C'est vraiment l'élément principal parce que moi je fais un travail B2B, hein, donc c'est le moyen d'y aller. Instagram, je m'y suis mis un peu, par force, au moment où j'ai créé le podcast pour amener des visuels. C'est moi je même à titre personnel, j'utilisais pas Instagram, donc j'ai eu beaucoup de mal et tu Ouais, vois encore aujourd'hui, j'ai toujours du mal à faire décoller ce canal. Il y a, 3 000 et quelques, mais j'ai du mal à aller les chercher ces 3 000 là. Par contre, je perçois qu'il y a un potentiel, donc probablement qu'il faut que j'y mette de l'énergie. Sur la newsletter, il y a à peu près 2 000 personnes qui me lisent, ce qui est à la fois très peu et en même temps, quand tu es niché, c'est quand même, beaucoup puisque c'est 2 000 personnes qui sont probablement des hôteliers et des personnes intéressées par ce sujet et moi, tu vois, tout de suite, j'ai eu cette logique de, locataire versus propriétaire. mmh. J'ai compris que, je pouvais me faire bannir, de, Instagram ou LinkedIn, très vite ou que l'algorithme pouvait changer, ce qui est arrivé des dizaines de fois, dans les 5 dernières années où j'ai été sur les plateformes OK. et donc j'ai voulu faire ça. Je te cache pas que, c'est très difficile d'emmener du monde sur la newsletter. Ouais, Je pense pour, plein de raisons et moi d'ailleurs en tant que lecteur de newsletter, j'ai du mal à en consommer parce qu'en fait, ça vient me spammer, ça vient au milieu de plein d'emails et je pense que, ça a très, très mauvaise presse la newsletter à cause de ça. Donc j'en souffre et j'ai un peu du mal à emmener des personnes alors que pourtant il me semble, en tout cas je mets beaucoup de cœur à faire cette newsletter, que tu vois qu'elle soit très qualitative, elle ouais. est une fois toutes les semaines ou 2 semaines, pareil pour pas trop spammer et tu peux retrouver un peu la synthèse de tout ce que j'ai créé pendant ces dernières semaines et de mes coulisses, ce qui t'évite, d'être sur les réseaux tous les jours à, regarder mes différents posts. Ouais, non, ramener des gens enfin, en fait, la newsletter, c'est un niveau d'intimité et d'engagement, plus fort parce que les gens laissent leur email, donc ils t'autorisent enfin, on dit que l'email, c'est le dernier niveau avant que les gens lâchent la carte bancaire, quoi. Ouais. Enfin, voilà, on est sur des niveaux donc c'est plus difficile, mais d'un côté, c'est normal parce que quelqu'un qui est dans ta newsletter, il est quand même plus proche, beaucoup plus proche, il est en relation directe donc ouais, je pense que c'est le jeu, mais c'est vraiment un élément stratégique pour être, propriétaire de son audience et que demain, si les plateformes changent, bah, toi, tu gardes quand même une liste email, très qualifiée, quoi. Mmh. Mais hyper intéressant d'avoir ce tour, d'horizon et de Ouais. comprendre comment tu as construit ça. Ouais, pardon? En synthèse pour tes auditeurs, parce que tu le disais, je pense que ça peut être effrayant quand c'est annoncé comme ça. Moi, en 2020, Covid, j'ai commencé par LinkedIn uniquement parce que je OK. comprenais que B2B égale, LinkedIn. J'ai été bête et méchant comme tout le monde, je suis allé dessus à une époque où il y avait, moins de 1 des utilisateurs qui étaient des créateurs de contenu. Mmh Je mh. connais pas les stats d'aujourd'hui, mais je pense que ça a largement augmenté, surtout à Il y a l'ère plus de monde. où tu vois, tout le monde peut, créer des posts et d'ailleurs ce que je déplore un peu parce que autant j'aime, l'usage de l'IA pour plein de choses, je trouve un peu dommage que beaucoup de personnes publient des choses plates, où on sent que c'est très écrit par de l'IA et il y a moins Ouais. justement le côté personnalité
qui ressort. Et donc à l'époque, je faisais un post, je crois, par semaine et je Ouais. me souviens que mon premier post, j'ai mis 5 semaines à l'écrire et je faisais un article de blog derrière que je mettais des semaines à aller écrire, rechercher et cetera. Autant te dire qu'aujourd'hui, un post LinkedIn, c'est 10-15 minutes grand maximum. Il faut que ça aille vite et parce que j'ai cette gymnastique, cette habitude, mais donc j'ai répété d'abord quelque chose pour le maîtriser, puis je suis venu ajouter, le podcast avec Instagram derrière. YouTube, c'est encore venu que 2 ans plus tard. Au début, il y avait pas de vidéo dans C'était mes que l'audio? Ouais. que de l'audio et puis en fait, c'était le timing de l'époque, hein. C'est que le podcast en 2021, ça s'écoute en audio. En 2025, ton podcast, il est aussi en vidéo. Enfin, tu vois, on retrouve ces contenus-là parce que, bah, ça permet d'aller toucher une nouvelle audience. Donc je suis allé un petit peu crescendo comme ça et ça me permet, bah, de maîtriser ce que j'ai fait et dans cette chronologie, 2021-2022, je suis tout seul. 2023, j'ai commencé à avoir, un monteur pour mes épisodes. 2024, j'ai carrément un podcast manager qui aujourd'hui m'accompagne et qui produit tous mes épisodes. Donc lui, il fait le OK. travail de post-prod et de distribution sur les plateformes et il va me permettre de en fait, moi, quand j'enregistre, je m'occupe plus de la suite et il me manquait une brique qui était le côté pur réseaux sociaux et donc là, j'ai fait rentrer une community manager cette année, tu vois? Donc Ouais. étape par étape, qui elle, me fait gagner du temps et à chaque fois le temps que je regagne et bien, je peux l'investir dans autre chose parce que rappelons-le, hein, c'est qu'en fait, moi, le média, c'est pas mon activité principale. C'est Bien mon sûr. activité principale, c'est ce pôle expertise dont je te parlais tout à l'heure et il faut que j'ai du temps pour ma prospection, pour ma stratégie et tout simplement pour mes clients. Alors, attends, on va revenir sur, on garde ce que tu as dit là, c'est super intéressant. On va revenir sur comment tu fais un peu plus tard, dans l'épisode. Juste dernière question sur, là-dessus, vu que tu nous as parlé de temps parce que ça, j'ai peur de l'oublier après. Aujourd'hui, en gros, ça te prend sur une semaine, ça te prend combien de pourcentage de ton temps, cette activité média versus ton activité d'expertise avec tes clients? Le média globalement, pas que le podcast, me prend environ une journée par semaine, OK, encore aujourd'hui. Hem, OK, En fait, plus j'ai délégué, plus j'ai continué de faire de choses, donc j'ai jamais réussi à réduire sous cette journée-là, hem, parce que, bah, comme je te dis, je crée de plus en plus et en fait, quand tu veux sortir un épisode semaine, il faut quand même amener bien sûr. énormément de volume, les recherches, des invités, les recherches des sponsors parce que, on n'a pas parlé du business model derrière, mais c'est aussi pour ça que j'arrive à produire et que j'ai une petite équipe derrière moi, c'est qu'il y a un vrai modèle économique. Moi, je me finance avec des sponsors qui viennent sur mon podcast et aussi des invités qui payent pour apparaître, dans mon podcast et pour, faire ces interviews comme certains médias, plus Ouais, traditionnels et donc ça me permet de gagner assez d'argent pour payer cette équipe-là. Pas d'en vivre, mais en tout cas, ça me permet d'être, au ouais. moins, légèrement bénéficiaire sur ce pôle-là, et donc bah, de pas mettre de l'argent de ma poche pour continuer de créer et produire et ce peu d'argent et ce peu de temps que je récupère à chaque fois, eh bien, je le réinvestis à 100 dans le média pour amener, systématiquement d'autres choses. OK, donc une journée par semaine pour tout, podcast, LinkedIn, tout. Tout ce qui est OK, intéressant. Franchement, c'est plutôt tu es arrivé à un stade, de maturité où je trouve que c'est déjà impressionnant de sortir tout ce que tu sors chaque semaine en faisant tenir le tout en une journée. OK, on va y revenir après sur comment tu fais, un peu plus dans les détails. Ça peut intéresser parfois les gens. Chacun a ses techniques, chacun a ses Ouais, trucs, puis ça dépend des j'aime beaucoup les personnalités. sujets de productivité aussi, Ouais, d'organisation, c'est je pense que c'est tu as parlé essentiel quand d'IA, tu es tu as quand tu es parlé solopreneur. d'IA, enfin voilà, IA évidemment, ouais, bien sûr. j'ai quelques questions là-dessus, mais avant, je voulais quand même revenir parce qu'on partait, là, on était parti, sur un tour d'horizon mais on partait de ton parcours. Moi, j'avais juste une question, c'est, quand tu enfin, qu'est-ce qui t'a pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui t'a créé le déclic en 2020 pendant la covid? Comment ont réagi tes proches? Quelles sont les difficultés que tu as eues au début pour te lancer? Tu vois? Mmh. Un peu comprendre, parce que c'est toujours bien de faire le tour d'horizon à maintenant, mais en fait, ce qui intéresse aussi les gens, c'est au début quand tu t'es lancé que comment tu as fait, quoi. Oui et puis quand tu écoutes là, tu dis: «Bah, finalement, c'est facile, il suffisait de faire et de refaire» et en Ouais, fait, 5 ans plus tard, on est là et oui, bien sûr, en dans la réalité, c'est vrai, mais le problème quand tu es en 2020, tu baisses les bras, aussi vite parce qu'en fait, il se passe rien. C'est-à-dire que moi, ce fameux post que je mettais 5 semaines à écrire, bah, il avait au mieux 2 likes, personne regardait, personne suit mes contenus. Le déclic que j'ai eu, en fait, c'est que, c'est d'abord une envie de créer, de partager parce que le gamin d'école hôtelière qui avait 15 ans et qui se lançait dans ce métier, moi, j'avais quand même une frustration,
c'est qu'en fait, donc j'ai appris mon métier à travers l'école, mais j'ai pas été en contact avec des grands professionnels en activité, parce qu'ils étaient intouchables. Et puis un jour, LinkedIn est arrivé. Au début, c'était une CV Tech. Aujourd'hui, Ouais. tu peux, écrire à quelqu'un. Tu as peu de chances qu'il te réponde quand c'est un certain niveau de CEO et que tu es un étudiant d'école, quoique il faut quand même essayer et moi j'encourage, tu vois, les plus jeunes à le faire. Hem, mais c'est difficile d'avoir une vraie conversation avec eux parce qu'en fait, ils ont pas beaucoup de temps. Et là, on est en Covid, les gens ont le temps, CEO inclus, donc en fait, je fais quoi? Bah, je prends mon courage à 2 mains, je leur écris pour leur prendre du temps et tous les jours, en plus des contenus que je consommais, dont je te parlais en première partie, eh bien, j'essaie d'avoir un, 2, 3 appels avec des personnes. Je prends mes petites notes, je pose des questions et tu vois, je viens créer ma culture et c'est là où je suis venu aussi, casser mes barrières mentales et je me dis: «Pourquoi ne pas aller mettre, ce contenu-là, en fait, ces échanges dans les oreilles du gamin de 15 ans que j'étais?» À travers, un média qui est le podcast. Et pourquoi le podcast, hein? J'ai pas cherché loin, parce que j'aime ce média. Parce que tout Mmh. simplement, j'aime écouter des podcasts, je le fais toute la journée. Pendant la Covid, je pense j'écoutais, 6 heures de podcast par jour, les vidéos, les bouquins, tout ce que je pouvais. Donc on y va et donc je suis parti de ce que j'aimais et c'est probablement, tu vois, le meilleur conseil à donner, c'est en fait, faites quelque chose que vous aimez. Je te disais, mon Instagram, c'est pas ma came. En fait, force est de constater que 5 ans plus tard, j'ai encore des difficultés, sur Instagram, alors que LinkedIn, ça marche très bien parce que depuis le début, j'aimais LinkedIn, j'aimais le podcast et ben, c'est mes leviers principaux dans mon activité. Donc c'est comme ça, je pense qu'on peut, voilà, traduire, partir de ce qu'on aime faire parce qu'on s'en lasse pas et en fait, bah, après répéter, ces actions, petit à petit, tu vois, palier par palier pour, en arriver là. Merci pour la genèse. Et au niveau de ton activité, en fait, tu l'as créée tout de suite, Hospitality Insider, ou là, quand tu t'es lancé, c'était juste, tu avais pas encore de plan, entrepreneurial? J'avais pas de plan très clair, je suis en chômage partiel à cette époque, donc j'ai pas OK. trop à me soucier de la suite puisque moi je suis censé revenir à mon poste de chef de réception dans un hôtel 5 étoiles parisien. Sauf que cet hôtel, on nous dit toutes les 3 semaines: «On ouvre le mois prochain», et en fait on a rouvert 1 an et demi après. Ouais. Et donc j'ai eu, tu vois, beaucoup de temps pour continuer à faire les choses et bah, j'ai des chronologies, très précises, hein. Ça m'a beaucoup marqué à cette époque-là, donc je m'en souviens un peu comme si c'était hier. Tu vois, 17-19 mars, on rentre en confinement. Mmh. Moi, le 14 avril, je crée mon statut d'auto-entrepreneur OK. en me disant: «Au pire, je peux faire des missions un peu, auprès d'autres personnes ou je ne sais quoi et cetera». Entre temps, je fais un peu de travail, je sais pas si tes auditeurs sont sensibles au sujet de l'ikigai. OK. Ouais. Ouais, donc je fais cet exercice-là, c'est quoi mon ikigai? Je prends du temps à lire des livres là-dessus, je fais des exercices et je me rappelle que mon ikigai, je l'ai écrit en une phrase, c'est faire, du conseil et de la formation en management hôtelier de luxe. OK. Donc Tu toi, vois, tu l'as trouvé, parce que ouais, beaucoup de gens essaient de le faire. Donc l'ikigai, je rappelle, c'est l'intersection entre ce que vous aimez faire, ce en quoi vous êtes bon, ce qui peut être utile aux gens et ce pourquoi vous pouvez être payé. C'est pas absolument, facile. pas facile du tout et surtout, c'est une méthode, c'est pas la méthode parfaite, tu vois? Mais j'ai le temps, moi j'aime bien ces réflexions-là, tu vois? Intellectuellement, je trouve que c'est assez stimulant, hem et je trouve ça et ça c donc ça a été, tu parlais de genèse, c'est clairement le début de ce qu'allait devenir Hospitality Insiders et en 2021, mon podcast, il s'appelle déjà Hospitality Insiders OK. et hem, ma société, elle a été créée aussi en 2021 puisqu'en fait, moi, quand, l'hôtel dans lequel je travaillais a rouvert, eh bien, j'ai discuté avec eux, je leur ai dit: «Bah, je viens faire la réouverture avec vous». Je vais aider les équipes, je vais les former, les coacher pour remettre un peu tout dans les rails. Par contre, moi, entre-temps, vous l'avez vu sur les réseaux parce que je m'en suis pas caché, Ouais. je partage sur LinkedIn publiquement, j'ai créé un podcast et j'aimerais tenter le coup de mon activité et donc on a OK. négocié une rupture qui m'a permis d'avoir aussi un chômage derrière, et en fait, c'est le jour où j'ai, obtenu mon chômage que j'ai créé ma société, tu vois? Donc on est en octobre 2021 qui s'appelle Hospitality Insiders depuis ce jour-là, officiellement d'un point de vue société. Et comment ont réagi à la fois tes proches et les gens de ton environnement? Parce qu'on quitte pas un palace 5 étoiles, enfin, tu vois, j'ai un peu l'impression, tu te formes, tu atteins un peu le Graal, quoi, Mmh, quasiment, bien sûr. et tu pars, tu vois? Comment ils réagissent, les En proches, fait, ça? pour moi, le plus dur, c'était pendant la Covid où, justement, j'ai cette boulimie de contenu que j'absorbe. Bon, très clairement, mes proches me regardent en me disant: «Qu'est-ce que tu fous, hein? Tu passes Ouais, tes journées à faire quoi, Tu regardes YouTube, c'est pas comme ça que tu vas t'améliorer, en fait». Tu vois? Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu plus banalisé, qu'il y a énormément de contenu éducatif sur ces canaux-là. Mais eux, ils me regardaient en me disant: «Mais ça sert à rien, quoi».
Et en fait, non, ça servait pas à rien et probablement que dans les centaines d'heures de contenu que j'ai absorbé, il y en avait qui sont pas très utiles. Mais tout ça est venu, transformer mon mindset et je pense que j'en avais vraiment besoin. Moi, je rappelle que je suis un hôtelier qui adore servir, hein, et c'est noble dans ma bouche. J'adore être au service d'eux, m'occuper de mes clients et moi, mon plan de carrière, c'est en fait, à 30 ans, je voulais, donc avoir ce poste de directeur hébergement, donc au-dessus d'un chef de réception, pour être à 35 un directeur d'hôtel et à 40 ans, diriger une chaîne ou un groupe de luxe. Tu vois? Donc c'est très net et il a fallu que je déconstruise ça. Mes proches m'ont fait confiance, mais ont pas compris ce truc, c'est pas tant le virage de quitter quelque chose, c'est la façon dont je l'amenais et je Mmh. pense que c'était une méthode qui était très lente parce qu'en fait, j'avais pas de référentiel. C'est-à-dire que moi, il y a pas d'entrepreneur dans mon entourage, j'avais personne auprès de qui apprendre et donc je suis allé prendre des appels avec des inconnus pour essayer de grandir, consommer des contenus de ces mêmes inconnus pour essayer de grandir auprès d'eux en les écoutant et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, tu vois, j'ai un petit peu, changé, la perception de la vie, de ma vie et j'ai commencé à faire le virage. Mais bien sûr, après, il y a eu des doutes. Plusieurs fois, je me suis demandé si je repartais pas, dans ma vie salariée, avec une carrière toute faite dans la direction et cetera et Ouais. probablement que ça ne m'aurait pas déplu. Et s'il n'y avait pas eu le chômage, qu'on soit très clair, j'aurais probablement vite, réembrassé cette vie-là parce qu'en fait, bah, les débuts entrepreneuriaux, je ne fais pas un dessin, mais c'est toujours difficile. Il y a beaucoup d'incertitudes et moi, je pars de en fait, personne ne me connaît à part mon petit réseau, de professionnels. Donc de Mmh. là à avoir des gens qui sont prêts à payer pour mes services, il a fallu vraiment, bah, travailler sur cette, communication, sur ce personal branding et tout simplement sur mes offres. Tu touches à un c'est intéressant dans ton histoire, c'est que ce que ça met en évidence, c'est que le contenu et se mettre à créer du contenu permet aussi de faire alors c'est un terme que je déteste, mais permet d'avancer dans son développement personnel ou professionnel. Ça amène à réfléchir, à changer son mindset et parfois c'est la création de contenu qui et c'est même souvent ça qui amène à entreprendre, qui amène à changer, plutôt qu'on se dit: «Je vais entreprendre et du coup, bah, il faut que je sois connu, donc je vais créer du contenu». Ça se fait souvent dans un ordre différent et c'est se mettre à écrire, à prendre la parole qui permet de faire avancer et de changer les choses. Et c'est intéressant, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé pour toi, par la consommation et la création, hein. D'ailleurs, c'est cyclique, c'est dans les 2 sens. Et les gens de ton enfin, tu es quand même dans le service, hem, les gens de l'hôtellerie, les quelques professionnels de ton réseau, ils le prennent comment que tu prennes la lumière, tu vois? Que d'un coup tu prennes la Mmh. parole et tout? Parce que ça fait flipper pas mal de gens, même en dehors du service ou de l'hôtellerie, de la restauration ou enfin, tu es dans des entreprises plus classiques où pourtant les gens prennent la parole. Tu as toujours un petit truc de: «Ah, qu'est-ce qu'ils vont en Mmh. penser?» Ils vont un peu me Ouais, bien regarder sûr. en coin, tu vois? Je pense que, il y a eu beaucoup de enfin, probablement des gens qui ont critiqué, mais ces gens-là, je les ai pas entendus parce qu'ils étaient pas proches et en fait, ils m'intéressaient pas. C'est-à-dire que moi, j'écoute, mes proches et ça a été plus dur, de les convaincre eux, et ça a été vraiment le challenge, mais les autres, un peu le bruit autour, heu, en fait, c'est pas très grave et je pense qu'il faut pas y prêter attention et rester aligné avec ce qu'on fait et puis il y a quand même aussi, il faut enfin, faut réaligner un peu les choses, hein. C'est pas comme si la terre entière m'entendait. Bien D'un sûr. coup, tu commences à faire des posts LinkedIn où tu as, 10 000 vues. OK, c'est 10 000 impressions de gens qui t'ont vu, 3 secondes. Pour autant, tu pas changé leur vie et tu pas dans leur tête non plus. Ça, c'est un Mmh. travail qui est beaucoup plus long et comme entre temps, bah, j'assumais de plus en plus qui j'étais et ce que je faisais, bah, ça s'est fait, chemin faisant, tu vois? Et tu parlais de ce changement de mindset, étape par étape et moi aujourd'hui, bah, j'assume complètement ce que je fais alors que c'est vrai qu'en 2021, je me souviens que la première fois où j'ai dû poster en disant Hospitality Insider, c'est une entreprise, ça m'a fait un petit peu bizarre. J'ai pas trop osé parce que jusque-là, moi, je postais pour d'autres boîtes, tu vois? Je parlais de tu parles de ton hôtel, tu dis: «Je suis trop content d'avoir obtenu le poste de chef de réception dans l'hôtel untel». Ouais, C'est un poste qu'on appelle très corporate, en fait et ouais, c'est très mais LinkedIn qui style, marche hein, toujours, qui qui marche marche toujours. toujours d'ailleurs, mais qui marche pas pour le personal branding et qui marche pour, juste un peu avoir, le succès sur un poste et donc j'ai dû décrocher de ça en disant: «Bah, je suis une personne» et derrière j'ai ma propre boîte qui est Hospitality Insiders qui à l'époque était, tout juste rien, même si aujourd'hui c'est toujours pas grand chose, mais c'est un peu plus. Et le le titre de meilleur ouvrier de France, j'ai une question là-dessus parce que chronologiquement, tu l'as eu en 2023. Ouais, Mais c'est-à-dire tu que étais tout ce qu'on se plus dit là, j'étais
pas du tout meilleur ouvrier de France à cette Ouais, époque. mais il y a un truc que je comprends pas, c'est peut-être parce que moi, c'est ma méconnaissance aussi de ce titre-là et comment ça fonctionne. Mais du coup, tu étais plus dans un palace 5 étoiles et tu peux Absolument. quand même être meilleur ouvrier de France? Ouais, bien sûr. En Comment fait, ça se passe, en fait? le concours, donc qui s'appelle l'examen, un des meilleurs ouvriers de France pour le titre complet, il existe depuis une centaine d'années, hein, c'est 1924. OK, C'est un examen qui a été, créé pour, reconnaître, des ouvriers dans, leur catégorie. Il y a un peu plus de 200 classes métiers. Probablement les plus connus, c'est, cuisine, sommellerie, pâtisserie pour ce qui est mon corps de métier, mais tu as aussi, l'ébénisterie, la coiffure, la ouais, soudure. Tout ça sont des corps métiers qui existent. Hem et pour candidater, eh bien, tu n'as pas besoin d'être en poste, CDI dans un établissement. d'accord, Heureusement d'accord, OK. d'ailleurs, parce que tu as plein d'entrepreneurs, je sais pas, ébénistes qui ont leur propre boîte ou peut-être qui font autre chose, mais qui continuent d'avoir une activité, maîtresse dans leur, classe ouvrière. Et moi, en fait, je me suis inscrit en 2020, période covid, dans la classe, meilleur ouvrier de France, réceptionniste en hôtellerie. Pour l'anecdote, c'est une classe qui, elle, n'existe pour le coup que depuis 2015. OK, Donc on est, très peu déjà à la connaître et encore moins à la voir puisque à l'époque où je m'inscris, il y avait qu'une seule personne qui avait le titre, qu'il a OK, obtenu en 2015. En fait, le MOF, c'est en moyenne tous les 3 ans, donc tu as eu 2015-2018. La troisième édition, même si elle s'appelle pas comme ça, de la classe réceptionniste aurait dû avoir lieu en 2021 et donc je m'inscris en 2020. Covid, parenthèse, 2 ans d'oubli. Et quand je te dis d'oubli, c'est je pense eux nous oublient et moi j'oublie aussi, à tel point que, fin 2022, moi je reçois un email en disant: «Vous vous rappelez que vous étiez inscrit au MOF? Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours candidater et vous pouvez OK, finaliser en fait, avec, les qualificatifs qui seront dans 5 semaines». Et donc là, on OK, se génial. retrouve, waouh, bah, j'avais payé, je m'étais inscrit, donc allons-y. Entre temps, j'avais créé ma boîte Hospitality Insiders qui prend, tout mon temps à ce moment-là. Et donc je passe, les qualifs, je vais en finale et là, tu as un travail de ce qu'on appelle, l'œuvre ou le chef-d'œuvre dans la classe, meilleur ouvrier de France. Enfin, dans toutes les classes, il y en a une différente et je dois présenter un projet, que je présenterai donc, en mai, 2023. Et donc, à l'issue de ça, j'obtiens, le titre un des meilleurs ouvriers de France et là encore, pour l'anecdote, beh, je suis le seul à l'obtenir cette année, puisque c'est un examen, c'est pas un concours, donc c'est pas un gagnant et des perdants. Il y a des D'accord. années où il y en a zéro, comme chez nous en 2018, il y en a pas eu, et des années où il peut y en avoir 3, 4, 5. Ça arrive régulièrement en cuisine. Donc je deviens le deuxième meilleur ouvrier de France classe réceptionniste, en fait, en 2023 et à l'heure actuelle, bah, on est toujours que 2. OK, génial et ça, tu le gardes à vie après? Garde à vie, c'est un OK, diplôme d'État, donc qui est enfin vraiment reconnu et il y a historiquement, il y a une reconnaissance, à l'Élysée, palais de l'Élysée par, la présidence de la République. Donc ça, on continue de maintenir la tradition et oui, tu le gardes à vie et surtout derrière, bah, il y a un devoir aussi de transmission, il y a une responsabilité, derrière tout ça, et donc tu portes ce col bleu, blanc, rouge, hein. Moi, je l'ai ouais. comme, tout le monde, il y a une médaille, je sais pas, je crois qu'on doit s'apercevoir peut-être derrière moi pour ceux qui On on qui l'a qui la on garderont. l'aperçoit un tout petit peu. Et Bah, ouais, ouais, justement, tu parles des enfin, avant de demander à quoi ça sert, parce que j'avais une question, je suis sûr que c'est utile au niveau com, bien sûr, mais ça représente quoi, avant tout, pour toi, de porter ce bleu, blanc, rouge? Enfin, je trouve ça assez fort, tu vois? Et pour toi, ça complètement. représente quoi? Et d'ailleurs, je pense qu'avant de penser aux conséquences, qui sont, peut-être la notoriété, l'autorité dont on va parler, il faut toujours se demander de pourquoi on fait les choses. Ce qui a été aussi, l'interrogation que je me suis faite quand j'ai lancé un podcast ou quand j'ai créé mon entreprise. Les bonnes conséquences sont venues après, mais c'était d'abord pourquoi je me lançais. Pourquoi moi j'ai voulu faire le MOF? C'est que je voulais, déjà, mettre en avant mon métier, dont je pense qu'on l'aura compris, je suis entièrement passionné, que j'ai envie de valoriser. Je le disais à travers, la mission de mon entreprise, ce titre de meilleur ouvrier de France, il vient aussi reconnaître ça. En fait, les métiers de l'accueil, les métiers de la réception, pour moi, ils sont nobles. Ils ont besoin d'être énormément, valorisés, mis dans la lumière, transmis, parce qu'il y a un vrai savoir-faire, qui demande une maîtrise qui se fait sur des années, une complexité et c'est ça qui m'a emmené à candidater et bien sûr, j'avais aussi envie d'être reconnu par mes pairs en tant que, bah, meilleur ouvrier de France pour pouvoir, bah, continuer d'avoir cette transmission derrière. OK, OK et aujourd'hui, OK, du coup, tu portes le col bleu, blanc, rouge, tu peux le porter au quotidien, quoi? Alors je le mets pas OK. tous les jours, je Ouais. j'ai pas de pyjama bleu, blanc, rouge non plus, mais donc je fais souvent des prises de parole, heu,
comme un chef MOF viendrait avec sa veste de cuisine et son col bleu, blanc, rouge, bah, moi j'ai une veste de cérémonie, avec mon nom, le numéro de ma promotion, mon titre et mon col bleu, blanc, rouge, par-dessus, ouais, tout à fait. OK et alors ça, à quoi ça te sert dans ta communication et dans l'autorité? J'imagine que ça donne beaucoup d'autorité? Et et c'est un p je te dis oui parce que tu parles d'autorité et pas juste de notoriété et de visibilité. Je pense que et je faisais pas la différence moi il y a quelques années, c'est pour ça que je le précise aussi. Tout le monde me dit: «Ouah mais depuis que tu es MOF, ton business il a dû exploser». En fait, je suis pas sûr que ça m'ait ramené plus de trafic. Oublions pas qu'à ce moment-là, j'avais déjà, 2 saisons de podcast derrière moi, tout ce dont on a déjà parlé, ma clientèle et cetera. Par contre, ça m'a ramené une autorité, une crédibilité. Ceux qui OK, avant, on parlait du bruit, tu vois, pouvaient me critiquer, que j'entendais pas d'ailleurs, hein, mais qui auraient pu dire, «Ah ce mec, encore un énième, consultant, ou alors il est trop jeune, ou alors il est incompétent», je j'en sais rien ce qu'ils disaient, je l'invente. Là, on pouvait plus rien dire parce qu'en fait, il est MOF. Et ouais, MOF, tout le monde connaît et a fortiori dans le secteur hôtellerie-restauration, en fait, tu as un label qualité. C'est ouais, comme, tu vas au restaurant, en fait, quand il y a une étoile Michelin ou encore plus, 3, tu peux, aimer ou ne pas aimer, mais tu peux pas dire, en fait: «C'est pas de la grande cuisine», il y a un label. ouais, ouais, OK. Donc non, c'est bien. C'est génial d'être allé chercher, un label qui permet ouais, d'asseoir une crédibilité, un savoir-faire. Heu, Ouais et ouais, pas aller c'est le génial. chercher Ça non, existe pas pas partout, hein. non, Pardon? mais je suis pas allé le chercher pour ça, c'est ça qui est drôle, c'est que je me suis inscrit Ouais, en 2020 où je suis en covid, je bien suis sûr. chef de réception, tu vois? Je veux reconnaître mon métier. C'est vrai que il est arrivé tard et je me suis dit: «Ouah, c'est trop tard, je suis plus trop dans l'opérationnel» et à la fois, en fait, il est arrivé pile au bon moment parce que justement, ça m'a amené cette, crédibilité et ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, ça m'amène, du public, bien sûr, dans l'hôtellerie-restauration qui veulent entendre et voir ça à travers des formations et autres prestations, mais ça m'amène aussi des prises de parole, dans d'autres secteurs, que ce soit, dans le retail, tu vois, des boutiques de luxe, ça peut être des concessions automobiles. J'ai fait l'ouverture des jeux olympiques l'an dernier avec le personnel des Jeux olympiques. Ah Ils voulaient, tu génial. vois, une conférence inspirationnelle, et bien forcément, le col bleu, blanc, rouge, là, il amène aussi cette crédibilité, auprès du public. Donc ça, c'est des choses que j'avais pas du c'est même pas sous-estimé, je les avais même pas du tout estimées et c'est assez génial, en effet. OK, ça ouvre pas mal de portes. Cool, cool. Merci pour l'explication. En tout cas, moi, je savais pas comment ça se passait, meilleur ouvrier de France. Je veux revenir sur ton expertise quand même et ta carrière dans le luxe. Dans le luxe, bah, chaque détail compte et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu t'es mis à prendre la parole et donc tu as travaillé ton positionnement, tu as travaillé enfin voilà, tu as une image de marque personnelle et celle d'Hospitality Insider qui est quand même très travaillée. Je voulais savoir comment tu appliques les codes du luxe à ton personal branding, en fait? Et quel code et quel code tu tu vois? Qu'est-ce que tu vas chercher dans ton expertise, dans ton savoir-faire, dans ta passion, tu vois? Et comment ça se retranscrit dans ta marque? Et ça, je pense que ça peut intéresser du monde parce que c'est des codes qui sont pas souvent enfin, pas accessibles à beaucoup de monde en réalité Mmh. et mal maîtrisés. Oui et puis on sait pas trop quoi mettre derrière. D'ailleurs, tu vois, moi, le terme code du luxe, j'aime pas trop parce que souvent c'est mal connoté. En tout cas, Ouais, dans ma tête, moi, c'était assez mal connoté et tu parlais de TEDx tout à l'heure. Moi, j'ai fait une conférence sur le luxe expérientiel où je critique un peu ce luxe ostentatoire, comme on peut l'imaginer, dans les hôtels ou avec des ouais, voitures de luxe, qui est pas du tout ma conception. Moi, dans le luxe, ce que j'aime, c'est l'excellence de service et c'est le ouais. niveau d'exigence et c'est ça que j'essaye de traduire dans mon business. En fait, je sais pas si on peut dire j'essaie de le traduire, c'est que je suis tatoué à ça. C'est-à-dire que, d'autres appelleraient ça du perfectionnisme. Moi, j'ai un goût pour, la qualité et une aversion pour la médiocrité. Donc, j'essaye que tout ce que je produis, mes contenus, ce que je fais, les interactions que j'ai, elles soient toujours le plus qualitatives possible et ça, je suis très intransigeant avec ça. Mmh. Si je fais un épisode par semaine, c'est bien, mais il faut quand même qu'il reste extrêmement qualitatif. Ouais, C'est mon seul, KPI, si on peut l'appeler comme ça, c'est le critère que je vais regarder. Est-ce que ça, c'est à la hauteur de ce que j'aimerais? Spoiler, ça l'est jamais complètement. J'aimerais toujours plus et ça, je pense que c'est un peu un défaut de perfectionniste aussi. On veut toujours aller chercher le niveau d'au-dessus. Mais en tout cas, il y a un niveau de qualité qui est à la hauteur de ce que j'ai envie de montrer au monde, tu vois? De partager, mais que ce soit dans la partie que je partage justement, que je montre ou, moi, dans ma façon de travailler, dans mon organisation au quotidien. Je suis extrêmement,
voilà, exigeant. J'essaye que tout soit très carré, très bien processé pour en fait, bah, m'assurer d'avoir ce standard qualité, tu vois? Que la qualité, ce soit juste le niveau minimum et qu'ensuite on puisse aller chercher de l'excellence. Ouais OK, donc on s'imagine que ça ouais, ça vient s'inscrire dans tes process et dans ton organisation, mais aussi dans la qualité du rendu, dans ce qui sort et du coup, par exemple, je sais pas si on prend, tu as parlé de ton podcast, donc tu veux un grand niveau de qualité d'interview et donc on s'imagine que ça va intervenir dans la préparation. Là, aujourd'hui, il y en a qui nous écoutent et donc qui nous voient pas, mais il est vrai que contrairement à moi d'ailleurs et ça, tu vois, c'est bien, toi, tu as un super setup, une super lumière, enfin, c'est vrai que là, moi, je te vois, c'est impeccable, quoi et ça me pique parce que moi, je sais que c'est loin d'être parfait et c'est un de mes projets d'ailleurs d'avoir un meilleur setup en vidéo avec une bonne lumière parce que ça, c'est important. Hem, par exemple, sur LinkedIn, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la photo, dans les posts, dans le positionnement, dans ce que tu marques, comment ça se retranscrit ça? Ouais, je pense que, alors déjà dans ce que tu décris sur mon setup, ça illustre, quelque chose. Il y a un sens du détail qui est important. Pour moi, l'excellence, elle est dans ce sens du détail. Mais, il faut aussi accepter que ça puisse pas être parfait et que c'est étape par étape. Tu parles de mon setup derrière moi, bah, typiquement, il s'est amélioré cette semaine. Tu m'aurais eu il y a 2 semaines, c'était moins bien que ça et probablement que si on se reparle dans 2 mois, j'aurai encore amélioré. Moi, quand je regarde ce que toi tu regardes, à savoir derrière moi, je trouve que c'est encore très moyen. Et donc il faut aller chercher, je pense, cette dynamique. Parce que quelqu'un qui nous écouterait pourrait être effrayé, en fait, en se disant: «Oh, mais jamais, tu vois, j'arriverai à ça». Mais tu le fais, enfin moi je j'ai pas tout fait d'un coup. J'ai amené des éléments et si tu prends, LinkedIn, bah, j'essaye d'avoir, une image, une communication qui me ressemble. Au début, enfin moi mon 1er logo, il était juste horrible. Mais c'est pas grave. Au moins j'ai produit quelque chose et j'ai ensuite amené, petit à petit et je me suis pas trop arrêté sur les éléments purs de charte graphique. Je pense que, c'est une erreur aussi quand on commence, en tant que jeune entrepreneur, tu vois, de te bloquer un petit peu sur, des détails de couleurs, il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. J'ai essayé de faire bien avec le niveau de ce que j'étais capable de faire. En fait, la Ouais, qualité de l'époque, pour moi, à l'époque, c'était qualitatif. Aujourd'hui, j'accepterais pas, mais en fait, 4 ans en arrière, c'est très bien et donc tu vois, de se dire: «C'est quoi la qualité que je suis capable de fournir, le niveau que je suis capable juste de pas de fournir, mais d'avoir en constance», hein, c'est-à-dire de maintenir. Parler ouais, du podcast, un épisode toutes les 2 semaines à l'époque, bah, si je dois sortir ça, il faut que tout soit qualitatif, donc comment je m'organise? Et là, on parle du côté back office, avoir une organisation solide pour être capable de maintenir, cette cadence-là. OK. LinkedIn, mon LinkedIn était probablement horrible, mon site web était probablement horrible. Il était pas probablement, il était horrible, je l'ai fait à la main, mon site et puis, la première version, bah, elle était acceptable, elle est sortie et puis ensuite, j'ai eu un peu de budget, j'ai fait venir un web designer, je l'ai amélioré, j'ai fait travailler, quelqu'un sur ma charte graphique et là, je suis repassé sur mon site pas plus tard qu'hier. Je me dis: «Oh, il y a encore quand même beaucoup de choses à faire, ça va pas», tu vois? Mmh Mais le et Maxime d'il y a 4 ans ouais, aurait été bluffé probablement par le niveau d'aujourd'hui. Et c'est important ces étapes aussi, tu vois, de comprendre qu'on y va, pas après pas, et d'avoir toujours ce prisme d'excellence qui permet de te maintenir. C'est cette dynamique-là, d'être aussi tolérant avec soi-même quand même, pas être, juste tu vois, à se dire: «Ouais, tu es trop nul» parce que en fait, tu avances pas. Donc dire: ouais «C'est bien ce que tu as fait, ça peut être beaucoup mieux» et d'amener encore une fois une dynamique. et du coup, j'entends que ce que j'aime bien, c'est qu'est-ce que je suis capable, pas de sortir en mode au maximum, mais qu'est-ce que je suis capable de maintenir en niveau minimum. Ça, c'est important, parce qu'il y a cette notion de récurrence et donc j'entends que la qualité, elle est aussi dans tes process et ton orga pour sortir de manière récurrente un niveau minimum de contenu qui soit toujours à un niveau de qualité, enfin, un nombre minimum de contenu qui soit toujours, à un niveau de qualité suffisant et si on prend moi, quand je regarde ton LinkedIn, c'est vrai que les photos sont impeccables, et cetera. Pour toi, par exemple, qui maintenant sort plus de volume, en post LinkedIn, j'ai pas j'ai on va voir sur le nombre par semaine, mais je crois qu'il y en a un par jour quasiment. 2 postes à peu Heu, près, ouais. Il y a ouais, au moins un 5 post posts semaine. comment tu fais pour maintenir la qualité en fait, pour toi, c'est quoi un bon post, LinkedIn, par exemple, une bonne prise de Mmh. parole? Ça peut s'appliquer à d'autres trucs, hein, une vidéo YouTube et cetera, mais pour qu'on prenne, sur un média, un contenu simple, c'est quoi un bon post LinkedIn? Et Ouais.
Parce qu'on pourrait s'imaginer que tu as dû dégrader un peu la qualité pour en sortir un par jour. Avant, tu mettais 5 semaines pour le faire, tu l'as dit. Ouais, mais tu vois, je vais te faire des parallèles, sportifs, parce que j'aime beaucoup le sport aussi et moi j'ai pu pratiquer, pendant ces années-là, notamment beaucoup le triathlon. Si je fais un parallèle, on va dire course à pied. En fait, au début, quand tu commences en course à pied, 5 kilomètres, c'est le bout du monde. Tu vois? C'est Ouais. juste un enfer. Ne parlons pas de 10 ou 15 bornes. Mais, par contre, si tu répètes, 3 fois par semaine, 5 kilomètres, en fait, tu vas pouvoir passer à 10, puis à 15, puis à 20 et en fait, moi, quand je suis en grosse prépa, pour un Ironman, bah, je peux faire des semaines à, 40-60 bornes, de course à pied et c'est facile. Par contre, là, en ce moment, je suis pas du tout entraîné. Va me faire courir à 10 bornes demain, probablement que j'aurai mal aux jambes et donc il y a cette notion de progressivité, de répétition, tu vois? La répétition, c'est souvent vu comme un truc, un peu péjoratif. Pour moi, c'est Ouais. ultra qualitatif et c'est très important, la répétition. Tu répètes tes entraînements et chaque fois, tu essaies de mettre un petit peu plus en respectant cette notion de progressivité. Ce qui fait que le jour où tu vas courir 20 kilomètres et ben, tu le cours de manière aussi qualitative que si tu courais 5. Et si tout ça, je te le transpose dans, LinkedIn, puisque c'est le sujet, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, en fait, tu commences par faire un post quali et quand tu es capable de maîtriser que c'est une routine. Au début, je mettais, des heures à écrire un post. Maintenant, je mets, 10-15 minutes à maximum pour écrire un post. Bah, en fait, je peux en faire un, mais je peux en faire 5. En 2 heures, je les ai largement faits. Moi, je bloque 2 heures par mois et je fais tous mes posts du mois. OK. C'est Alors ça fait une transition magique sur l'orga. Hem, Tu disais tout à l'heure que ça te prenait un jour par semaine. Toi, tu te ouais, comment tu t'organises? À la fois en termes de et donc là, tu as déjà donné un indice. Tu fais du batching, ce qu'on appelle le batching, bien c'est-à-dire que tu sûr. fais tout d'un coup et ouais, comment ça se passe? C'est-à-dire, vas-y, dis-nous et puis j'aimerais OK. bien comprendre à quel moment tu utilises l'IA aussi parce que tout à l'heure, tu disais aussi que toi, tu aimais bien, bah, tu aimes bien que les gens, enfin qu'on donne de soi et qu'on s'exprime avec notre personnalité et cetera et que c'était un petit peu dommage que l'IA venait parfois, et je suis d'accord, hein, lisser un peu les contenus, les rendre très génériques et c'est pas ce qu'on veut, en fait. Ouais, complètement. Hem, alors c'est enfin, on peut passer du temps sur, de la productivité. Je vais essayer dans la globalité. Moi, je fonctionne beaucoup avec, ce qu'on appelle du time blocking. Désolé pour les anglicismes, mais tout simplement bloquer des créneaux. Ouais, Donc j'ai une manière de travailler, qui est toujours la même dans la manière, mais qui évidemment s'adapte à l'actualité, de mes clients ou, de mes besoins. Hem, par exemple, tu vois, j'essaye de, ne pas prendre de rendez-vous avant, 14 heures, ce qui me ouais. permet, le matin d'être soit sur de la production de contenu média, si c'est le sujet du média, soit académie, si on parle de ma formation en ligne, soit, client, si c'est mes clients ou prospection pour des futurs clients. Donc j'ai des vrais temps comme ça, qui me permettent vraiment d'être, très, efficace et aussi, quand je planifie, donc moi, tu vois, je planifie le dimanche pour toute la semaine. Et Ouais, je planifie, on a parlé du sport justement, le pro comme le perso. C'est-à-dire que j'ai ouais. un agenda dans lequel il y a absolument tout. Tu regardes mon agenda, tu, t'arraches les yeux, mais en fait, ça me permet moi d'être très précis dans ce que je vais faire. S'il y a écrit que je vais faire une séance de sport de 19 à 20 heures, qu'il neige, qu'il vente, je vais aller faire ma séance à 19 heures, même s'il me reste plein de boulot à faire. Le boulot, il sera toujours là demain, et donc ça me permet d'avoir pris cette, hygiène-là, personnelle. Si j'ai dit que je vais faire, bah, telle, action, travail, bah, je vais le faire aussi, tu vois? Et j'essaye donc quand je planifie le dimanche, d'être objectif avec ce que je suis capable de faire. Aller imaginer que je suis capable de sortir un projet client, en 1 heure par exemple, si c'est un gros projet, non en fait, c'est complètement fou, il m'en faut probablement, 4 ou 8. Eh bien, je vais le découper en, 2 demi-journées de 4 heures. Tu Mmh vois? mh. Donc, et puis plus ça avance, plus je suis capable de mieux découper. Je traque tout mon temps. Donc, là, tu vois, on est en train d'échanger toi et moi, c'est traqué, et je sais le temps que j'ai passé. C'est pour ça que je suis capable de te dire, le temps que je passe sur le média par semaine parce que tout ça est enregistré et ça me permet derrière, bah, d'être, extrêmement, objectif. Parce qu'on n'est jamais objectif avec soi-même, mais quand les chiffres parlent, en fait, tu qu'à les lire, hem et donc tu vois, d'un peu mieux comprendre Donc et tu traques après, avec quoi? Avec quel outil? Ça peut intéresser les j'utilise gens. Toggle comme outil. Comment ça, Toggle? Toggle, OK, T-O-2-G-L, qui est un OK. outil, qui a une version gratuite qui est très puissant. Après, moi, tout mon écosystème est dans Notion, donc je sais que tu peux aussi directement, paramétrer pour aller, traquer là-dedans.
Il y a plein de méthodes où tu te mets un Excel, un agenda, ce que tu veux, mais en tout cas, ça permet de faire parler le prévisionnel, qui est mon agenda, et la réalité, qui est mon tracker avec Toggle, et à la fin de semaine, de comparer, dire: «Bah, OK, est-ce que j'étais proche ou pas de la réalité?» et d'ajuster, le planning de la semaine suivante, et ça me permet aussi d'anticiper énormément de choses. Je suis solo, donc je peux vite être débordé parce qu'en fait, j'ai comme ressource que mon temps. Mais en même temps, je suis plus si solo que ça, puisque j'ai, des freelances auxquels je peux déléguer, et donc on arrive un peu au niveau suivant, qui est d'utiliser, la délégation. Hem, Quand je fais un épisode de podcast, admettons, disons là, si on était sur mon podcast, tu vois, on serait en train d'enregistrer, je termine l'enregistrement, le lien, d'enregistrement, je le mets dans Notion, je clique sur un bouton, ça envoie une automatisation, ça prévient, mon équipe que l'épisode est enregistré, et derrière je n'y touche plus. Donc Mmh. j'ai un podcast manager qui fait la prod. Quand c'est terminé, il appuie sur un bouton, ça prévient la community manager qui, elle, peut faire tous les posts, et moi, quand elle a besoin, je fais une revalidation, parce qu'il faut justement y mettre beaucoup plus mon ton, et cetera. OK. Et Donc maintenant, tu as quelqu'un qui écrit tes posts aussi, c'est plus toi? ouais, alors les posts LinkedIn inspirationnels, c'est toujours moi, mais un Ouais, post LinkedIn qui vient d'un épisode, en fait, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de l'écrire, sachant que j'ai déjà donné le contenu dans le podcast? Donc après, ouais. c'est plus qu'une question, tu vois, de mise en forme. Elle, elle fait tout ce travail. Quand il y a un besoin, elle me notifie pareil dans l'outil. Moi, j'ai une relecture, ça me prend 15 secondes. Je valide ou pas, ou je fais une modification. C'est programmé, et ensuite ça sort, tu vois, à l'heure prévue. Et donc ça me permet d'être très, très efficace et d'avoir vraiment processé ce système-là. Donc je dirais d'abord un, travailler son organisation, être très objectif, et mesurer ce qu'on est capable de faire. Je pense qu'on peut pas améliorer ce qu'on mesure pas. Le niveau 2, bah, c'est après probablement de passer à de la délégation, et le niveau 3, c'est peut-être, alors je sais pas si c'est le bon ordre des niveaux, mais de mettre de l'automatisation et de l'IA. J'étais un peu, teasé avec ça, tout à l'heure. Donc il y a de l'automatisation entre, bah, quand j'appuie sur un bouton, je te disais, il y a des actions qui se déclenchent. J'utilise de l'IA pour beaucoup de rédaction, ou de la correction, Ouais. toujours avec une touche humaine derrière. Tu vois, on va prendre mon épisode de podcast, sortir la transcription, bah, en fait, c'est une IA qui va aller transcrire. Mmh. Pré-rédiger un article de blog, ça, c'est de l'IA aussi qui est derrière. Pré-rédiger des posts, c'est aussi, de l'IA. Tout ça, si possible, en restant dans le même écosystème, avec Notion chez moi, pour Ouais. éviter d'aller sur chaque réseau social, et cetera, et prendre du temps. Tu vois, tu parlais de batching tout à l'heure, donc pas être absorbé par tel ou tel réseau. D'ailleurs, j'ai des bloqueurs sur tous les réseaux pour pas me laisser manger par mon feed, parce que je suis comme n'importe quel être humain. Quand je vois des super posts, de Mathieu sur le personal branding, bah, j'ai envie de les lire. Mais en fait, comme je suis sur LinkedIn et que j'ai un bloqueur, je peux pas le voir. Et donc je reste, autant que possible, voilà, dans ce système-là, et après le système, il évolue tout le temps. En fait, ce qu'on dit aujourd'hui, probablement dans 3 mois, ce sera plus complètement d'actualité, parce que, Notion aura, créé, tu vois, là, ils viennent Ouais. d'intégrer l'IA dans Notion. Bah, ça y est, moi je vois un nouveau champ des possibles qui est absolument exceptionnel, et donc je me dis: «Je vais devoir améliorer mes process», et je continue de me former à ça. Beaucoup, avec ce qui est ma méthode d'autodidacte depuis le début, hein, regarder des tutos YouTube, consommer, et puis maintenant, j'ai moins de temps, mais j'ai un peu plus d'argent, donc je vais faire appel à un expert, et là, j'ai un pro, tu vois, de l'automatisation et de l'IA qui va venir me faire, 4 séances de coaching, et on va rentrer dans mon écosystème, et on va, fine tuner, tout ça, et donc on passe Génial. encore le niveau d'au-dessus. Et sur tes contenus, merci beaucoup pour le partage, hyper intéressant. Je suis à fond sur l'IA en ce moment, notamment en back office. Mais sur les contenus, pour bien comprendre, du coup, tu te, même si tu émets ton ton, aujourd'hui, quand tu dis que tu mets, 5-10 minutes, à faire un post, en fait, tu le fais à l'aide de l'IA ou tu écris quand même toi-même encore, Alors, tout dépend. Rappelle-toi que Ouais, mes posts découlent de mon podcast. Donc le ouais, podcast, c'est moi. Si j'ai, enregistré un épisode solo, puisque un épisode sur 2 c'est un solo, c'est moi, c'est mon ton de voix. Donc en fait, tout le contenu, il est déjà là. Ma trame, d'épisode, elle est déjà là, et ensuite ça, on n'a plus qu'à le mettre, dans l'IA, et l'IA de ça fait une première ébauche d'article, ou de post, LinkedIn, et ensuite il y a un travail d'améliorer pour être sûr que ça résonne parfaitement avec, le mmh, ton que j'ai envie de donner. Donc tu as ce boulot d'assistant, quoi. C'est comme si j'avais, tu vois, un ghostwriter, qui faisait cette écriture-là. Bah, là, c'est la même chose, parce qu'en fait, le contenu, je l'ai déjà créé, il y a plus qu'à l'adapter à la mmh, plateforme. Quand je fais de
un post plus inspirationnel, là, je passe plus de temps sur de la partie rédaction. Souvent, moi, ce que mon process, c'est je donne 2-3 idées à l'IA, je lui dis ce que j'imagine, il me fait des propositions et ensuite il y a un travail d'aller-retour, tu vois, un peu conversationnel et qui me permet d'avoir, un contenu qui à 80 ressemble à ce que j'ai envie d'avoir et je rajoute les 20 derniers pourcents. OK, Mais il y a OK. un système d'itération, permanent. Ouais, OK, intéressant. Donc tu jongles avec elle, OK. Non, mais c'est hyper intéressant. Merci de partager, hein, parce que chacun a ses process, mais c'est toujours intéressant de savoir comment chacun fait, Ouais et surtout, je toi pense que tu mes gardes process, l'humain, ils quoi. sont très loin d'être parfaits et puis j'apprends tout seul, comme beaucoup sur l'IA. En fait, l'IA, c'est je veux dire, c'est novembre 2022, ChatGPT, tu vois? Ça reste tout nouveau, mais probablement un conseil pour ton audience, surtout si c'est des solopreneurs, même s'ils ne le sont pas d'ailleurs, c'est de prendre ce virage immédiatement parce que ça accélère de plus en plus fort, et il s'agit pas de dire: «Ah oui, moi je veux pas, prendre de l'IA parce que j'ai envie de rester humain». Moi, je pense qu'au contraire, j'arrive à être très humain parce que j'ai une IA qui me fait gagner du temps, tu vois? Qui me fait gagner en productivité, qui me permet aujourd'hui d'avoir une vraie conversation avec toi parce que je sais que derrière, il y a des choses qui avancent. Je suis assez d'accord avec ça aussi. Allez, 2 dernières questions. On Pour terminer sur tes contenus, c'est quoi la métrique qui compte le plus pour toi? Tu fais plein de contenus, qu'est-ce que tu suis, tu vois? S'il y Mmh. en a une? Bah, je pense principalement la qualité parce que, j'ai arrêté de regarder que les tu vois, les impressions, les écoutes, les likes. Sur LinkedIn, j'ai jamais eu autant d'abonnés, mais j'ai jamais eu aussi peu, de vues, d'impressions. L'algorithme est complètement, déjanté depuis, des mois derrière. On dit que, tu vois, la visibilité, ça c'est vraiment tes sujets à toi, a été divisé jusqu'à 10 et moi je le vois. Globalement, ouais, ça baisse beaucoup, ouais. Je faisais des posts, qui me enfin, où je littéralement, je parlais du Père Noël en exagérant à peine, qui pouvaient faire 200 000 vues et aujourd'hui, je fais des posts qui sont beaucoup plus qualitatifs, travaillés, qui en font, 2 000. Quand ils en font 10, je suis content. Donc j'arrête de regarder un petit peu tout ça, et j'essaye juste que chaque contenu soit qualitatif et avec cette logique un peu de briques, tu vois? Que ça rajoute Mmh. toujours une pierre à un actif global, à cette montagne globale de contenu que j'essaie de construire, qui vient alimenter mon personal branding, mon entreprise aussi derrière et mon activité. J'arrive pas à traquer, un prospect, issu exactement d'un post LinkedIn. Je pense qu'un prospect qui vient vers moi, Mmh. il vient pas d'un épisode ou d'un Et post, mais il d'une en a vu multitude. 10, ouais, ouais. Je leur demande systématiquement: «Comment vous m'avez connu?» «Ah bah, je sais plus, je crois que c'est un ami qui m'en a parlé, mais je vous avais vu aussi, sur LinkedIn et j'ai vu passer, j'ai pas écouté l'épisode, mais juste un extrait sur Instagram». Tu vois, en fait, c'est OK. une multitude de points de contact qui font que cette personne aujourd'hui, elle me parle, que je suis crédible à ses yeux et ensuite, eh bien, on va pouvoir avoir une discussion, commerciale et signée. Donc je continue d'essayer de traquer, mais j'arrive pas et surtout j'essaie pas de mettre un KPI. Je pense que le critère, c'est faites quelque chose qui vous ressemble. Faites quelque chose qui soit, qualitatif, toujours par rapport à votre, vision et votre niveau de qualité et soyez régulier, itérez autant que possible et en fait, à un moment, tu regardes dans le rétroviseur et tu te rends compte que, bah, il y a beaucoup de choses qui ont été faites là et que ça y est, tu l'as, ta petite montagne, qui est construite et tu sais ça te motive encore plus à aller, passer le palier suivant. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir accepté d'ouvrir le capot, quoi, de montrer un peu l'envers du décor. Dernière question pour celles et ceux, du coup, qui veulent, te suivre ou même te joindre, t'envoyer un petit feedback, un petit message, de merci ou bosser avec toi. Quelle est la manière la plus simple de le faire? Et je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Avec plaisir. Le plus simple, c'est LinkedIn. OK. En me disant bien que vous venez de la part de Mathieu, ça me permet aussi moi de savoir, qui vient d'où. Toujours pareil, j'essaie de traquer qui, qui vient de quel endroit, c'est pas toujours facile. Après sur, mon podcast Hospitality Insiders ou le site web Hospitality Insiders, il y a plein de contenus, et dans les actualités, alors il y aura pas forcément des consommateurs de mes formations, mais j'ai sorti un carnet, on en a pas parlé. Je te le montre à l'écran si tu veux pour ceux qui sont, en visi en qui nous regardent. J'ai sorti un carnet là récemment. En fait, c'est, la synthèse de 4 ans de podcast, OK. qui ont été mis à l'intérieur avec en plus, ma vision et là, tu vois, ça rassemble ce qu'on disait tout à l'heure avec un objet qui soit qualitatif. Alors la version que je propose, c'est un e-carnet, hein, il est téléchargeable pour des raisons à la fois écologiques et de praticité, mais j'en ai quand même une version, tangible pour pouvoir Physique, aussi, ouais. voilà, la montrer, la toucher et
c'est un bon moyen aussi de prendre la synthèse de ce que j'ai fait sans avoir à avaler 100 et quelques épisodes. Le carnet, très bien, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour celles et ceux qui veulent aller voir. Merci beaucoup. Merci à celles et ceux qui sont encore là aussi, parce que ça fait, 1 heure, et merci à toi Maxime. Merci Mathieu, à bientôt.